On aura la chance on va faire un replay. Donc, en fait, on va après le distribuer aux familles. Je sais que il y a beaucoup de gens qui regardent quand même en replay. Ah, même connecté, même depuis le Oh, Maroc. voilà. Waouh! C'est top. Du coup, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en fait pour cette conférence que moi je trouve fascinante parce que c'est vraiment du ventre au cerveau, le rôle du microbiote dans la régulation des émotions. En fait, j'ai envie de dire, imaginez un instant que votre intestin, ce petit organe, pas si petit que ça, mais souvent sous-estimé, puisse influencer en fait vos émotions, votre humeur et même, je dirais, certains de vos comportements. Je pense que là, Julie et Gabriel vont bien en parler. Que certains moments d'anxiété, d'envie de grignoter, de fatigue émotionnelle puissent avoir en fait finalement des racines dans votre ventre. C'est assez fascinant, je trouve. Et en fait, ce soir, on va explorer en fait avec Gabriel et Julie cet écosystème en fait invisible mais puissant qu'est le microbiote intestinal et en fait découvrir comment il dialogue en permanence avec notre cerveau et qui façonne, si j'ai bien compris pendant la réunion de préparation, notre état émotionnel. Donc pour nous Tout à fait. guider dans ce petit voyage fascinant, on a la chance d'avoir ce soir Gabrielle et Julie. Alors Julie est thérapeute nutritionnelle, alors tu me diras si je me trompe, hein, Julie, spécialisée en Psychothérapeute. santé digestive, équilibre hormonal, plein d'autres choses très intéressantes qui va nous montrer du coup comment nourrir cet écosystème pour mieux vivre au quotidien. Et Gabriel est neuropsychologue et en fait va nous aider à comprendre en fait comment nos émotions et comportements sont intimement liés en fait à ce dialogue entre le ventre et le cerveau. Donc en fait, on va vous inviter à découvrir donc des mécanismes étonnants, mais surtout repartir en fait avec des clés concrètes et pratiques pour mieux prendre soin de vous, de votre ventre et de votre esprit. Je vais quand même faire une petite incartade avant je voudrais quand même rappeler à tout le monde que on a encore la chance cette année, donc le dîner de gala donc du LFCG Family revient encore pour une soirée inoubliable dans un super endroit cette année qui est l'Intercontinental Park Lane. Ça sera jeudi 12 mars prochain. Et grâce à vous, en fait, c'est grâce à vous qu'ils peuvent continuer à soutenir les familles du lycée qui en ont plus besoin, et maintenant plus que jamais, et votre présence fait vraiment une différence. Du coup, n'hésitez pas à prendre vos places, ça part vite, et il reste un petit mois pour encore acheter vos places. Et surtout, si vous voulez venir avec des amis, n'hésitez pas, il suffit de leur écrire et ils trouveront une place pour que tout le monde soit bien ensemble. Du coup, sans plus je rappelle quand même qu'on fera un petit Q&A à la fin de la conférence. Et évidemment, parce que je pense que beaucoup auront des questions. Et sans plus attendre, je vais vous laisser en fait découvrir cet axe intestin-cerveau. Et on va commencer avec Julie qui va en fait nous expliquer comment ça marche le microbiote. Super, merci Christelle. Bonsoir à tous. Je vais juste vérifier déjà, est-ce que vous voyez ma slide? Super. Alors, je vous ai fait une présentation assez haute en couleurs pour combler ce manque de soleil hivernal, mais également parce que, évidemment, les couleurs, c'est la vie, c'est les antioxydants et ça va jouer une grande partie de ce qu'on va parler ce soir, donc l'alimentation et comment ça influence également sur notre microbiote et nos émotions. Donc ce soir, nous vous invitons à plonger dans le monde fascinant de notre deuxième cerveau. Je vais vous montrer l'agenda de ce soir. L'intestin joue un rôle crucial, vraiment non seulement dans la digestion, mais aussi, nous allons le voir ce soir, dans notre santé émotionnelle et cognitive. Alors depuis plusieurs années, et vous avez certainement suivi les recherches, la science a mis en lumière l'existence d'un dialogue permanent entre l'intestin et le cerveau, ce qu'on appelle en anglais le gut-brain axis, donc un axe de communication qui est essentiel et qui influence nos émotions, nos pensées et notre santé globale. Alors souvent qualifié de deuxième cerveau, l'intestin abrite un microbiote complexe, vraiment capable d'agir sur la production, ce qu'on appelle de neurotransmetteurs, et nous verrons plus précisément de quoi il s'agit et donc ce qui va influencer notre humeur et nos capacités cognitives. Alors, lorsque cet équilibre est perturbé, c'est là où les troubles digestifs, émotionnels ou neuropsychologiques peuvent apparaître, impactant profondément notre qualité de vie. Alors, ce soir, nous allons explorer les mécanismes de l'axe intestin-cerveau, donc comme je l'ai dit en anglais, the gut-brain axis, et par quoi il est relié, l'influence de notre microbiote sur nos émotions. On va faire un arrêt sur image sur un neurotransmetteur vraiment essentiel qui s'appelle la sérotonine. C'est le neurotransmetteur du bien-être, qui est souvent appelé voilà, l'hormone du bien-être.
On va aussi parler des troubles digestifs et cognitifs lorsque cet axe intestin-cerveau est altéré. Ensuite, Gabriel va prendre la parole, il va nous expliquer en détail les troubles patho-neuropsychologiques, la gestion de l'impact émotionnel et l'alimentation. Et nous finirons par des conseils nutritionnels pour restaurer, maintenir un bon équilibre et restaurer une harmonie voilà, durable entre notre corps et notre esprit. Alors, on avait commencé, je vous passe à la seconde slide. Donc, le ventre, notre deuxième cerveau, alors ventre-intestin. Le ventre, c'est une façon un peu trop générique, je trouve, de présenter le deuxième cerveau. On va plutôt parler d'intestin ce soir. Donc, bien plus qu'un simple organe de digestion, l'intestin possède vraiment son propre réseau nerveux, ce qu'on appelle le cerveau nerveux, le système nerveux entérique. Donc, vous allez le voir sur l'image que je vous ai mise, c'est vraiment tous ces petits nerfs jaunes que vous voyez, c'est vraiment la connexion qu'a notre intestin au quotidien. Et ce système est composé d'environ 500 millions de neurones. Ces neurones sont capables de fonctionner vraiment de manière autonome, indépendamment de notre cerveau central. Et à titre de comparaison, le cerveau humain, lui, contient 86 milliards de neurones, ce qui le place en fait en l'organe numéro un en termes voilà, de quantité de neurones, suivi de notre intestin. Et donc, c'est pour cette raison qu'on parle aujourd'hui du deuxième cerveau. Et ce cerveau intestinal, aujourd'hui, il joue vraiment un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions. Alors, dans la digestion de nos aliments, mais pas que, dans aussi l'absorption des nutriments, c'est-à-dire qui est vraiment essentiel pourquoi on absorbe nos vitamines, nos minéraux et autres pour produire de l'énergie, donc pour penser, bouger, respirer, mais aussi construire nos tissus, fabriquer des hormones, des neurotransmetteurs. Mais on a aussi besoin de cette fonction pour la protection de notre muqueuse intestinale, qu'on va voir aussi un petit peu plus tard en détail, et une fonction clé qui est aussi la réponse immunitaire. Parce qu'on va découvrir plus tard que notre intestin héberge notre microbiote et qui lui héberge 70% de nos cellules immunitaires. Voilà, mais le cerveau, cet axe cerveau-intestin ne sont pas deux organes séparés. Ils sont ce qu'on appelle en communication constante, créant un échange bidirectionnel. Ce qui rend évidemment ce système particulièrement fascinant, c'est qu'en fait, il est en communication permanente avec ce cerveau. Donc, quand on parle de communication bidirectionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, notre cerveau va influencer notre intestin via le stress, nos émotions, notre état mental, mais aussi vice-versa. C'est-à-dire qu'aussi notre ventre, notre intestin, notre microbiote va également influer sur notre cerveau. Donc, il va influer sur notre sensation de bien-être, notre humeur, notre anxiété. Alors, vous allez me dire comment ces deux organes communiquent entre eux. Eh bien, ils communiquent par un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui est le principal canal de communication entre notre intestin et notre cerveau. Et ce nerf vague, alors, il est assez connu, hein, ce qu'on appelle en anglais de vagus nerve. Il s'agit du plus long nerf en fait du système nerveux parasympathique. Alors le système parasympathique, je vous fais un petit résumé quand même, parce que c'est important de le savoir. C'est vraiment une partie de nos systèmes nerveux qui met le corps en mode repos et récupération. Et on a de l'autre côté le système nerveux sympathique qui, lui, va nous mettre en état de stress. Donc ce nerf vague, il est important parce qu'en fait, il va transporter 80% des informations de l'intestin à notre cerveau. Donc en fait, comme je dis, cette communication bidirectionnelle, elle joue vraiment dans les deux sens. Donc en fait, ce qui se passe vraiment dans notre microbiote, dans nos intestins, va influencer énormément notre état mental. Autrement dit, donc notre intestin informe le cerveau, bien plus que le cerveau va en fait commander notre microbiote, notre système digestif. Alors, ce nerf vague, il joue beaucoup de rôles, notamment dans la régulation de notre organisme. Il va favoriser l'apaisement, donc ralentir notre fréquence cardiaque. Et comme je l'ai dit, le parasympathique, c'est vraiment notre état de calme et de relaxation. Il va contracter les muscles du système digestif, donc nous mettre dans une situation de bonne digestion, essentielle au transit. Il va aussi nous aider à sécréter de l'acide gastrique, donc essentiel pour une bonne digestion. Donc l'acide gastrique, c'est l'acide qu'on produit dans notre estomac, donc essentiel pour la digestion des protéines et des bonnes graisses, des graisses en simplement, ainsi que la modulation de l'inflammation et du système immunitaire. Voilà, donc il est vraiment extrêmement important quand il marche bien. Donc un nerf vague bien stimulé est associé à une bonne gestion du stress, à une bonne digestion, un état général de calme et d'équilibre. À l'inverse, un nerf vague peu actif dû à un stress, par exemple, à un stress interne ou externe,
peut engendrer des troubles digestifs, de l'anxiété, une fatigue chronique ou une hypersensibilité émotionnelle. Donc, lorsqu'on est stressé ou anxieux, en effet, le cerveau va activer notre système de stress, le système sympathique, et cela va provoquer une accélération de notre rythme cardiaque, une respiration plus rapide, une tension musculaire ou une modification du fonctionnement digestif, donc des douleurs, des ballonnements, etc. Donc, le ventre, en effet, notre intestin peut donc être le premier organe à réagir. Juste pour parler un petit peu en détail vraiment des rôles clés de notre système nerveux entérique. Donc, système nerveux entérique, je répète, c'est vraiment le système nerveux qui est dans notre intestin. Il a 5 rôles fondamentaux. Un, la motilité gastro-intestinale. Donc, c'est vraiment le contrôle en fait des mouvements du tube digestif. Donc, par là, on parle de péristaltine, de transit intestinal. Et donc, un déséquilibre peut entraîner des ballonnements, des troubles digestifs comme la constipation ou autres, des spasmes, et le fameux, ce qu'on appelle IBS en anglais, Irritable Bowel Syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Ce qui en fait engrange beaucoup de symptômes et qui veut un peu tout et rien dire. Mais voilà, on va le mettre aussi dans cette case. Notre système nerveux entérique a également un contrôle sur les sécrétions digestives qui sont absolument fondamentales pour une bonne digestion. Donc, on a besoin d'enzymes digestives pour une bonne digestion et une absorption optimale des nutriments. Également, il a un rôle clé dans l'immunité intestinale. Comme je vous ai dit, notre intestin euh, héberge notre microbiote qui produit à lui 70% de nos cellules immunitaires. Donc, une faiblesse digestive peut en effet entraîner des infections à répétition, par exemple. Il va aussi nous aider à produire des neurotransmetteurs, la sérotonine, par exemple, qui est le neurotransmetteur du bien-être, et qui également produit majoritairement à 90% dans l'intestin. On va faire un arrêt sur image aussi dans quelques slides sur ce neurotransmetteur très important dans la gestion de nos émotions. Et enfin, donc, je vous ai dit, l'axe intestin-cerveau a vraiment une communication, a une communication permanente entre les deux organes. Et donc, cette interaction influence directement nos émotions, notre humeur, notre stress et nos fonctions cognitives. Alors, l'influence de notre microbiote sur nos émotions. Alors, notre microbiote intestinal, c'est vraiment un vrai écosystème vivant. C'est-à-dire que par écosystème, il est composé de milliards de micro-organismes qui sont à la fois bénéfiques et aussi pathogènes. Donc, on retrouve des bactéries, des virus, des champignons, etc. Tout ça, ça va former un écosystème vivant qui vit dans notre tube digestif et vraiment participe à notre santé. Alors, ce microbiote, pardon, il commence à se former dès la naissance. Ça, c'est vraiment important de le savoir parce qu'en fait, quand l'intestin du bébé est colonisé par donc les micro-organismes de la maman, il va en effet se développer ensuite avec l'allaitement qui apporte des bactéries bénéfiques. Donc, en fait, notre microbiote, il est vraiment formé dès la naissance. Et ensuite, tout au long de notre vie, il va évoluer. Et il va évoluer en fonction de notre alimentation, de notre mode de vie, de nos niveaux de stress, de notre environnement, mais aussi de notre génétique, des médicaments, et notamment des antibiotiques. Donc en fait, il va vraiment évoluer tout au long de nos vies personnelles. C'est pour ça aussi qu'on a un microbiote unique. Donc c'est vrai il ne faut jamais se comparer avec son voisin, sa meilleure amie, sa maman ou autre, parce qu'en fait, chaque personne est vraiment unique. Voilà. Alors le microbiote, il a plusieurs fonctions. Il nous aide à digérer, mais également il joue un rôle central dans la communication entre l'intestin et le cerveau. Et il participe notamment à la production et à la régulation de neurotransmetteurs. Donc, ce sont des neurones euh, qui donnent des messages en fait entre différents systèmes de notre corps. Et il va aussi créer des hormones essentielles à notre équilibre émotionnel. Alors, on a plusieurs types de neurotransmetteurs qui vont être développés dans le microbiote. On a la sérotonine qui est très importante, qui est vraiment produite à 80% dans notre microbiote, donc d'où euh, une bonne alimentation, une bonne gestion du stress va vraiment être clé. On a le GABA aussi, qui est vraiment le neurotransmetteur là, du calme, qui va réduire l'anxiété. Et on a aussi la dopamine, celle va être vraiment liée au plaisir, à la motivation et à la récompense. Alors, on a vu des études chez l'animal, notamment chez les souris,
dépourvus de microbiote, qui ont vu un état beaucoup plus anxieux et présentent davantage de comportements liés au stress. Également, chez l'humain, on a observé aussi dans plusieurs recherches que certains profils microbiens sont associés à une plus grande anxiété ou à des troubles de l'humeur comme la dépression. Donc vraiment, comme je vous dis, le microbiote, c'est pas juste pour notre système digestif, mais il a vraiment un impact sur notre humeur, notre stress et notre comportement également alimentaire. Donc un microbiote déséquilibré peut en effet perturber cette communication intestin-cerveau et favoriser l'apparition de troubles émotionnels euh, et cognitifs. Voilà. Et donc là, on va passer on va faire un arrêt sur image sur la sérotonine, l'hormone du bien-être, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, on parle de comment le microbiote influe sur la gestion de nos émotions. Et celle-là est vraiment clé. Donc la sérotonine est appelée donc l'hormone du bien-être parce que vraiment elle joue un rôle majeur dans notre humeur, notre motivation et notre équilibre émotionnel. Alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'on l'appelle l'hormone du bien-être, alors qu'en fait elle n'est pas du tout fabriquée dans notre cerveau, elle est fabriquée à 90% dans notre intestin, à partir d'un acide aminé essentiel. Alors les acides aminés, on les retrouve dans les protéines, donc les protéines animales essentiellement et végétales. Euh, et pourquoi essentiel? Parce qu'en fait, on doit les apporter via l'alimentation. Donc la sérotonine, si on ne mange pas assez de certains aliments riches en tryptophane, et on va voir ensuite le type d'aliments riches en tryptophane un petit peu plus tard, ça va vous causer en fait des carences, et donc vous allez produire très peu de sérotonine. Donc vraiment, d'où l'alimentation, quand on dit c'est un acide aminé essentiel, c'est essentiel parce qu'en fait le corps ne le fabrique pas, donc il faut vraiment l'apporter par l'alimentation. Et les 10% restants sont fabriqués dans le cerveau. Alors là, je vous fais un peu de biologie, mais c'est un peu nécessaire dans le sens où le tryptophane, c'est ce qu'on appelle un précurseur de la sérotonine. Ça veut dire que si vous ne mangez pas assez de tryptophane, vous n'allez pas produire de la sérotonine, et donc elle doit être apportée par l'alimentation, sinon notre corps ne peut pas le fabriquer, et donc la sérotonine ne peut pas réguler, notre microbiote ne va pas pouvoir produire assez de sérotonine. Donc vraiment, et voilà. Donc ça, c'est pour juste, j'avais vous mettre un point un peu précis sur le rôle de l'acide aminé essentiel, tryptophane. Et donc, la sérotonine ne régule pas seulement l'humeur, elle a d'autres propriétés qui sont essentielles au bon fonctionnement. Elle a un rôle clé dans le sommeil et le rythme circadien. Donc, elle est précurseur de la mélatonine. C'est-à-dire que une fois notre corps va produire de la sérotonine, on va être capable de produire de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et elle va aider à l'endormissement. Donc, vous voyez, tout est lié en fait. On ne peut pas vraiment quand on parle de l'axe intestin, cerveau-intestin, en fait, tout est lié, on ne peut pas travailler en isolation. Donc la sérotonine précurseur de la mélatonine, qui va être l'hormone du sommeil et qui va nous aider au maintien du rythme veille-sommeil. La sérotonine a aussi un rôle clé dans ce qu'on appelle l'appétit et la satiété. Elle agit comme un coupe-faim naturel, favorisant la sensation de satiété, et donc elle peut influencer également sur nos comportements alimentaires. Et elle a aussi un rôle clé dans la mémoire, l'apprentissage. Elle participe à la concentration, à la mémoire, à la prise de décision. Donc voilà, je voulais vous faire aussi deux petits exemples concrets pour bien comprendre l'interconnexion. Donc en cas de stress, comment ça va se passer? Le système nerveux lui va envoyer des signaux à l'intestin qui va produire moins de sérotonine. Donc en résultat, vous allez avoir plus d'irritabilité, de fatigue, de baisse de motivation et parfois des troubles du sommeil. Et en cas de déséquilibre du microbiote, c'est là où la production de sérotonine va en effet être altérée. Et cela peut se traduire par de l'anxiété, des troubles du sommeil, une humeur dépressive. Donc voilà, j'insiste vraiment sur ces deux exemples pour vous montrer que les deux systèmes sont vraiment interconnectés. Et en nutrithérapie, on ne traite pas un symptôme en fait de façon isolée, mais on cherche vraiment à comprendre la cause du problème et à restaurer l'équilibre global. Alors, il y a des choses également qui peuvent réduire la sérotonine. On a parlé du stress, mais également le manque de lumière du jour. Parce que la lumière naturelle va stimuler le rythme circadien et la production de sérotonine. Alors, je sais qu'on est en hiver, mais vraiment, prendre la lumière dès le matin, c'est vraiment essentiel pour réguler notre sommeil. Une mauvaise alimentation, donc une alimentation généralement riche en produits transformés, en sucre, va apporter des carences. Et donc, comme je l'ai dit, le tryptophane, l'acide aminé essentiel, vraiment dépend de notre alimentation. Donc, c'est vraiment important de l'apporter via notre assiette de tous les jours.
Le manque de sommeil qui est indispensable également à l'équilibre de nos neurotransmetteurs. Et un microbe déséquilibré, comme on l'a vu en cas de dysbiose, va également va diminuer la production de sérotonine et augmenter donc l'inflammation et perturber l'humeur. Voilà, et dans ce tableau, je vous ai mis donc différents types de troubles et de symptômes que vous pouvez, qui peuvent contribuer, qui peuvent être donc quand l'axe intestin-cerveau est perturbé, vous avez ce genre de troubles et de symptômes. Donc, par exemple, dans le système digestif, vous allez avoir des ballonnements, des douleurs abdominales. Le système immunitaire peut être affaibli. Sur l'émotion, on peut avoir plus d'anxiété, d'irritabilité, une instabilité émotionnelle. Le sommeil, comme on l'avait vu précédemment, peut être non réparateur. Également, sur le système, tout ce qui est cognitif, un brouillard mental, une baisse de concentration. Mais il existe aussi pas mal de facteurs en fait contributeurs euh, à ces troubles et symptômes. Donc le stress, on en a parlé beaucoup. Alors, il agit donc sur la motricité intestinale, la production de neurotransmetteurs. Donc résultat, vous allez avoir une aggravation des systèmes digestifs, beaucoup d'anxiété, d'irritabilité et des troubles du sommeil. Les antibiotiques, parce qu'ils perturbent énormément la flore intestinale, donc notre microbiote, ils vont, les antibiotiques en fait, vont détruire les bactéries bénéfiques et proliférer les bactéries opportunistes. Donc, ce qui va en fait diminuer la diversité microbienne, ce qui est vraiment essentiel pour la connexion donc toujours de l'axe intestin-cerveau, et donc conséquence des troubles digestifs, de l'inflammation, de la fatigue, des troubles de l'humeur. Une alimentation également pauvre en fibres, mais ça on le verra dans les conseils à la fin nutritionnels. Mais voilà, les fibres, c'est vraiment essentiel parce que c'est vraiment le carburant de nos bactéries intestinales bénéfiques. Donc quand on parle de fibres, on parle plutôt de prébiotiques et on verra la différence entre prébiotiques et probiotiques un peu plus tard. Mais voilà, sans fibres, on a moins de production, ce qu'on appelle d'acides gras à chaîne courte, moins de protection de la muqueuse intestinale, donc voilà, donc plus d'inflammation. L'excès de sucre également favorise la prolifération de bactéries inflammatoires. Donc l'excès de sucre vraiment va nourrir ce qu'on appelle les mauvaises bactéries, va créer de l'inflammation dans le corps, va créer aussi des pics de glycémie, donc un stress métabolique et en conséquence des ballonnements, de la fatigue, de l'irritabilité. Donc ça va vraiment, tout ça, ça va vraiment influer sur et notre mental et notre système digestif. Voilà, il y a d'autres facteurs, mais que je parlerai un petit peu plus en détail dans les conseils, mais voilà, l'alcool, le tabac aussi, j'en parlerai, les médicaments anti-inflammatoires, la sédentarité, les produits ultra transformés. Maintenant, je laisse la parole à Gabrielle sur les Je vais en troubles profiter pour me poser une toute petite question pathoneuropsychologiques. qui Est-ce tombe qu'il y a à des pic, questions? Oui, dites-moi. qui est en fait le manque de sérotonine peut-elle aussi provoquer des maux de tête ou des migraines? Et comment tout cela après, mais je pense que c'est plutôt Gabriel qui va répondre, après comment est-ce que tout cela en fait ça agit sur le cerveau? Je pense pas que les migraines et les maux de tête soient un manque de sérotonine. Je pense que il faut voir plus, j'ai envie de dire, il y a l'hydratation, le sommeil. euh, Après les migraines aussi, on peut voir si c'est une femme, ça peut être aussi dû au cycle. Euh, il y a aussi la caféine, extrêmement importante aussi dans les maux de tête, les migraines. Il y a d'autres choses, mais pas, je dirais pas que ce soit, je pense pas que ce soit la sérotonine, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent. Gabriel, tu as peut-être un avis? En fait, c'est que il peut y avoir mille raisons derrière une migraine. Donc là, comme ça, en fait, répondre en sachant, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Julie a très bien, en fait, présenter l'importance de l'axe, encore une fois, en fait, cerveau-intestin, mais du coup, c'est cerveau-intestin, c'est dans les deux sens. Du coup, parfois, en fait, on va avoir le cerveau qui va agir sur les intestins, mais les intestins aussi vont agir sur le cerveau. Et encore, là, en fait, en gros, on a juste parlé de quelques cas où il pouvait y avoir, allez, irritabilité, par exemple, au niveau intestinal, ou éventuellement quelques conséquences, en fait, au niveau du cerveau. Mais bah, je vais essayer d'y répondre un petit peu, on va dire, allez, en prenant moi le plus comment dire la sphère émotionnelle et psychologique. Du coup, plus parler, on va dire, allez, de somatisation.
pour éventuellement essayer de répondre à quelques questions avec les conséquences qu'il pourrait y avoir justement sur le cerveau, sur l'intestin, voire même en fait sur tout le corps, hein, parce que ça c'est pareil en fait lorsqu'il va y avoir des problèmes ou des complications en fait au niveau du système digestif, il peut après aussi y avoir un impact en fait sur tout le corps. Mais cette question de migraine, ça dépend de pas mal de choses. Il faut voir est-ce que c'est assez récurrent, c'est quel type de migraine, c'est à quel moment de la journée, est-ce que justement il y a eu des changements ou pas au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a eu des changements ou pas au niveau du rythme, ça va dépendre de plein de choses. Donc là, comme ça, toujours en fait, lorsqu'il y a des familles qui vont en fait assister aux conférences et qui vont poser des questions peut-être un peu trop précises, il faudrait idéalement consulter. Il Mm. faudrait idéalement La consultation, consulter. oui. Et là, à ce moment-là, en fait, avoir un vrai examen clinique pour que du coup, je l'espère, le praticien puisse répondre au mieux en fait à ce type de plainte. Mm. Et moi, du coup, vous me donnez le feu vert hein, quand je peux aller. Ouais. C'est bon, Julie? C'est bon, Christelle? Bah, pour moi, c'est bon, C'est Christelle. vrai? Le but, c'est que tu nous expliques. Eh ben, c'est parti alors. Bon, bonsoir à tous. Encore une fois, du coup, merci Julie pour cette présentation qui était passionnante et hyper enrichissante. J'en profite aussi, du coup, merci Christelle, à toi et à ton équipe pour l'organisation de cette conférence. Parce que c'est toujours un plaisir, encore une fois, de pouvoir parler de toutes ces thématiques-là et de, encore une fois, pouvoir sensibiliser un maximum autour de ces thèmes qui nous importent. Alors moi, du coup, je vais plus parler effectivement en fait de la sphère émotionnelle et psychologique. Pourquoi? Parce que, donc, comme on l'a dit, finalement, l'axe intestin-cerveau ou cerveau-intestin, c'est dans les deux sens. C'est un peu comme finalement même pour prendre un autre exemple de cohérence cardiaque en fait, où voilà, on va agir sur la respiration et au final, le cerveau va comprendre un message et du coup va redonner en fait un autre message au cœur. Finalement, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que du coup, il y a toujours en fait, voilà, encore une fois, des liens entre notre cerveau et notre corps. Alors, pourquoi parler des émotions? Tout simplement parce que émotions et comportements sont liés. Et du coup, lorsqu'on parle d'alimentation, on parle d'un comportement, on parle de comportement alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, en fait, on apprend déjà en fait à du coup bien se comporter et donc en fait à avoir un bon comportement alimentaire. Maintenant, on le sait, encore une fois, en fait, émotions et comportements sont toujours liés. C'est-à-dire que généralement, en fait, on se lève pas le matin en se disant, OK, je vais avoir un mauvais comportement. Que ce soit d'ailleurs un comportement alimentaire ou pas. Il y a toujours, en fait, une raison derrière. Donc, normalement, c'est toujours, en fait, une émotion ou parfois l'accumulation d'émotions qui va petit à petit poser problème. Et on va voir, en fait, finalement, que le fait que ça agit sur l'alimentation, c'est des chemins ou une des solutions, on va dire, que le cerveau en fait aura trouvé pour essayer de réguler finalement autre chose, pour essayer de réguler plus les émotions en fait qui nous traversent, afin de pouvoir justement faire en sorte que le cerveau soit le plus apaisé possible. Une émotion en fait ne disparaît pas par elle-même. C'est-à-dire que lorsque du coup en fait vous ressentez une émotion, à ce moment-là, il va falloir absolument que le cerveau trouve une solution pour se défaire, pour extérioriser cette émotion. Ça peut être la colère, ça peut être la joie, ça peut être la tristesse, les peurs, le stress, l'anxiété. Et c'est fou, mais de plus en plus de gens, en fait, si bien commencent un petit peu en fait, à ouvrir les yeux sur à quel point en fait on vit dans une société qui du coup nous stresse au quotidien parce que du coup on est constamment stimulé parce que on n'a plus le droit en fait à l'erreur parce que il faut toujours encore une fois en fait tout faire et en plus moi je le vois vraiment particulièrement en fait à Londres où j'ai l'impression en fait que du coup tout le monde en fait est dans le rush donc forcément en fait ça va générer de plus en plus de stress pour le cerveau qui finalement ne prend plus le temps de se reposer et de se vider en fait justement de toutes ces émotions ressenties au quotidien. Et cette accumulation justement en fait d'émotions, à un moment donné, le cerveau, soit il a plus de place pour pouvoir vraiment en fait contenir ces émotions-là et continuer de focus sur autre chose, soit qu'est-ce qu'il va faire le cerveau, parce que justement après chacun en fait on va avoir des obligations au quotidien, que ce soit d'ailleurs enfant, ado ou adulte, le cerveau va devoir créer de nouvelles voies pour
essayer en fait de mettre un peu sur le côté des émotions qui posent problème et continuer encore une fois en fait de pouvoir répondre correctement à nos obligations. Et ces petites voies en fait que du coup le cerveau va créer ou va développer pour pouvoir après ensuite répondre encore une fois en fait aux obligations du quotidien tranquillement, et ben ces voies-là il y en a plusieurs. Parfois, ça peut être justement de la somatisation. Du coup, on va être plus ou moins conscient en fait du coup de notre corps qui va réagir parce que justement on prend pas le temps en fait d'avoir une bonne lecture de notre cerveau et de ce qui se passe au sein du cerveau. Donc en gros, c'est notre corps qui va essayer de nous alerter en fait sur une émotion ressentie. Ça va être bah, typiquement justement pourquoi pas des maux de ventre, des maux de tête, de l'eczéma, de la sudation, de la transpiration. Donc tout ça en fait, ça va juste être pour nous alerter sur le prends le temps de regarder en fait ce qui se passe ici et tu verras en fait qu'une fois que tu auras géré ça, il y aura plus besoin en fait de somatiser. Parfois ça peut être des TOC, du coup un besoin en fait de contrôler quelque chose parce que ça va calmer le cerveau, parce que justement il va se dire à travers cette action-là, au moins je contrôle ce que je suis en train de faire. Et du coup, ça va mieux. Ça peut être des tics, où là, à ce moment-là, du coup, ça sera des mouvements incontrôlés par exemple au niveau du visage, mais c'est parce qu'encore une fois, c'est pour nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait au sein du cerveau. Ça peut être des difficultés d'endormissement, bref, ça peut être pas mal de choses. L'alimentation, encore une fois, du coup, on l'a dit, donc c'est un comportement, on parle de comportement alimentaire. Encore une fois, alors déjà, bon, de un, ça s'apprend. Alors c'est là où, en fait, justement, il va falloir faire un petit peu attention entre ce que finalement on a développé nous-mêmes et en gros, ce qu'on apporte à notre cerveau et ce que le cerveau va apporter, en fait, à nous, à notre corps. Et finalement, en fait, on va se rendre compte que la plupart du temps, ce qui va poser problème, c'est à partir du moment où on va devoir gérer les conséquences d'un mauvais comportement alimentaire. C'est vrai, hein, les gens en fait viennent en consultation, tant qu'ils mangent n'importe 3 burgers par jour, mais que tout va bien au niveau du corps, ils viennent pas en consultation. Mais ils vont venir en consultation à partir du moment où il va y avoir une prise de poids assez importante, ou malheureusement en fait l'inverse, en fait où les gens vont perdre beaucoup de poids, ou qu'il va y avoir des soucis au niveau de la peau. Bref, des soucis, on va dire, qu'on va pouvoir remarquer, soit soi-même, ou alors les autres vont nous faire remarquer. Et à ce moment-là, en fait, les gens vont venir en consultation. Et là, c'est pareil, en fait, il faudra voir, encore une fois, ouais, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement alimentaire? Et là, moi, du coup, c'est là-dessus que j'aimerais bien, en fait, pouvoir, voilà, sensibiliser un maximum de personnes. L'alimentation, lorsque du coup en fait vous mangez tout simplement vos repas, normalement il faut avoir conscience de ça. D'accord? C'est-à-dire qu'on du coup, on ne mange pas juste parce que il faudrait manger. Non, on mange pourquoi? Parce que on va prendre le temps de savourer un repas, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de manger, de ce dont notre corps a besoin, ce qu'on aime. Ça nous permet de sociabiliser, tout ça. Donc, normalement, l'alimentation c'est quelque chose d'agréable. C'est un moment de partage, c'est un moment convivial, et même en fait du coup si par exemple on mange tout seul, bah c'est pareil, on se fait plaisir. Après du coup on va voir effectivement comment on peut faire pour se faire plaisir sans qu'encore une fois en fait ça nous coûte trop socialement parlant entre guillemets. Mais normalement du coup c'est un moment agréable, d'accord? Et ça c'est pareil, vu que du coup là en fait on s'adresse à du coup à des parents, si votre enfant ou ado va avoir une tendance en fait à aller un peu plus vers les sucreries, vers les fast-food, vers je sais pas moi les pizzas, tout ça. En même temps, c'est normal, ça fait partie de l'âge et du coup, ça leur fait plaisir à un moment donné en fait de pouvoir s'identifier comme un enfant ou un ado qui va avoir un moment agréable de bonheur parce que du coup, gustativement parlant, en fait, il va aimer du coup ce qu'il est en train de manger, plus il va avoir l'impression en fait d'avoir grandi parce que justement en fait, il va aller vers ce genre d'aliments. Ça veut pas dire qu'il faut manger McDo tous les jours, non, mais il faut pas non plus en fait diaboliser entre guillemets la nourriture des jeunes qui en fait veulent juste répondre à un modèle d'identification aujourd'hui au sein de la société.
Du coup, lorsqu'en fait on va avoir une émotion qui est un peu trop présente en fait chez nous, ça peut arriver très souvent que, il y ait un impact justement en fait sur notre comportement et entre autres le comportement alimentaire. Il peut y avoir un impact sur le comportement de façon générale, hein. On peut par exemple très bien avoir, je sais pas moi, par exemple un collègue qui est toujours un peu plus nerveux, qui est un peu plus irritable, qui est un peu moins sympathique parce que justement émotionnellement peut-être que du coup c'est un peu plus compliqué pour lui ou pour elle et donc voilà on sait que c'est pas en fait de la méchanceté gratuite, c'est simplement que du coup il est pas disponible en fait émotionnellement donc il est un peu plus irritable. Ça va être pareil aussi sur l'alimentation. Il peut très bien du coup en fait y avoir aussi un impact sur le comportement alimentaire et on le voit d'ailleurs, on le voit très très souvent, j'allais dire très souvent en fait chez les jeunes, mais peut-être aussi très certainement chez certains adultes où par exemple on le sait, je reprends l'exemple des jeunes, mais par exemple en période d'examen, on voit il y a ceux qui par exemple dans les 2 semaines qui précèdent les examens ne mangent rien, ils sont incapables en fait de pouvoir avaler quoi que ce soit parce que justement le stress des examens, il faut absolument réviser, il faut pas perdre du temps à se nourrir. Donc en fait, voilà, il faut juste en fait être focus sur les examens. Ils sont incapables en fait de pouvoir vraiment apprécier un repas, se poser. Ou l'inverse. Il y en a aussi beaucoup qui, les 2 semaines qui précèdent les examens, vont aller absolument vers les bonbons, les sucreries, le chocolat, vraiment un gain en fait calorique très rapide et du coup justement un comportement un peu compulsif parce qu'ils vont avoir un besoin en fait de calmer du coup ce stress et donc en fait ils vont manger, manger, manger sans même en fait du coup se rendre compte de ce qu'ils sont en train de manger. Et on le voit hein, même enfin, vraiment dans les 2 semaines qui vont précéder par exemple les examens, ça va être un peu prise de poids, quelques boutons qui apparaissent sur la peau, ce genre de choses, parce que justement en fait ils n'ont pas su gérer ce stress des examens. Ça, par exemple, typiquement, du coup, ça, c'est un exemple hyper concret et précis du lien qu'il va y avoir entre émotion et comportement alimentaire. Maintenant, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que du coup, on n'est pas tous égaux au niveau de comment on gère nos émotions et à quel point, en fait, on va être sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui, par définition, va avoir un profil un peu plus sensible sur le plan émotionnel, va aussi avoir tendance à très certainement développer potentiellement un trouble du comportement alimentaire ou juste en tout cas on va dire une alimentation on va dire un petit peu atypique sans forcément parler de trouble. Je pense que ce soir on parlera pas forcément en fait de trouble en tant que tel parce que du coup il faudrait vraiment une conf à part entière par exemple pour parler d'anorexie ou pour parler de boulimie, mais par contre en fait on peut prendre le temps de parler de ce qui pourrait s'apparenter à encore une fois, en fait, une alimentation un petit peu plus atypique. Et du coup, donc, en gros, lorsqu'on va avoir un profil un peu plus sensible, forcément, on va avoir du coup un peu plus tendance à pouvoir développer des difficultés, on va dire, au niveau de notre alimentation. Et c'est là où justement, en fait, il faut avoir une bonne lecture de notre enfant pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, encore une fois, cette alimentation. Ça veut dire que, alors, oui, c'est un comportement qui a été appris. C'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, dès le plus jeune âge, voilà, vous allez familiariser votre enfant avec tel ou tel goût, telle ou telle culture éventuellement culinaire, avec ses saveurs, avec cette façon de cuisiner, tout ça, ok? Ce qui, du coup, en fait, va forcément un petit peu amener l'enfant, en fait, à développer tel ou tel type, on va dire, d'alimentation. Et en même temps, il faut comprendre que du coup, l'enfant, en grandissant, à un certain moment de sa vie, il va avoir tendance en fait à vouloir prendre d'autres modèles pour s'identifier. D'où justement le fait que, par exemple, à un certain âge, ils vont vous dire, oh non, pas encore, par exemple, ça ce soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils en peuvent plus. Je suis sûr qu'on est, vous êtes tous d'excellents cuisiniers, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'en fait, qu'à un certain moment, ils vont vouloir manger autre chose. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, à travers ce comportement-là, ils vont pouvoir s'identifier en fait à d'autres modèles. Un pré-ado, un ado, il n'a pas envie en fait forcément que ce soit poulet rôti et haricots verts, combien même en fait encore une fois vous cuisinez comme des chefs. Il a juste envie en fait à un moment donné qu'à travers ce comportement-là, il puisse s'identifier encore une fois à d'autres modèles. Et ça c'est pareil. Du coup en fait il faut comprendre entre guillemets en fait ce qu'il y a derrière.
ce comportement-là pour essayer d'accompagner au mieux après ensuite le principal intéressé lorsque du coup ce principal intéressé va potentiellement en fait présenter quelques problèmes entre guillemets au niveau de l'alimentation. C'est un peu comme les vêtements, hein. Vous avez des ados qui à un moment donné vont adopter tel mode alors que voilà vous vous habillez totalement différemment et que enfant en fait il s'habille totalement différemment parce qu'il s'habillait comme vous le souhaitiez. Et bah, en fait, ados, voilà, ils vont vouloir s'identifier à d'autres modèles. Pareil pour l'alimentation. Et ça, encore une fois, en fait, du coup, ça peut être hyper euh, touchy lorsque il va y avoir un trop plein d'émotions derrière. Et après, et du coup, là, pour revenir, en fait, sur, encore une fois, sur cet axe cerveau-intestin, qui est, du coup, je pense, fascinant, et encore une fois, des deux côtés, on peut voir parfois à quel point en fait du coup ça va être intéressant de pouvoir agir finalement plus sur bah, l'alimentation pour essayer d'améliorer ce qu'il y a besoin d'améliorer au niveau du cerveau. Typiquement, en fait, lorsque vous allez plus avoir un état dépressif, lorsque justement vous allez avoir du stress, tout ça, et bah du coup en fait ça va être possible de pouvoir agir sur l'alimentation pour essayer de réguler finalement en fait ce qui se passe au niveau du cerveau. Ça, pour le coup, il faut vraiment voir en fait avec le patient, encore une fois, comment il se comporte, dans quel état il est et quelles seraient du coup les priorités à prendre comme objectif pour pouvoir en fait voir une amélioration chez lui. Ou alors à l'inverse, parfois du coup vous allez laisser en fait l'alimentation telle qu'elle est et c'est pas grave en fait si l'alimentation elle est pas extraordinaire, mais parce que vous allez agir sur le cerveau, ça va en fait finalement réguler aussi du coup son alimentation. Parce qu'encore une fois en fait vous allez toucher entre guillemets à l'émotion pour ensuite pouvoir atteindre le comportement et faire en sorte qu'après derrière on rentre dans un cercle vertueux. Moi, il faut me dire quand est-ce que je... Parce que sinon, je peux continuer de parler. Mais, mais, euh, mais du coup, ouais, ça c'est grosso modo le message que je voulais faire passer ce soir. Donc, encore une fois, en fait, c'est le lien entre ouais, émotion et alimentation. Et après, limite, s'il y a d'autres... Enfin, s'il y a des questions un peu plus spécifiques à ce moment-là, peut-être qu'on pourra prendre le temps à la fin pour Ouais, il y a pouvoir des questions un y peu plus répondre. spécifiques qu'on verra effectivement bah, du coup à la fin. Oui. Euh, Merci beaucoup en tout cas, moi je trouve ça passionnant. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, ensuite, est-ce que il y aurait des conseils, des façons de faire qui permettraient un peu de faire finalement que tout cela fonctionne de façon harmonieusement et d'un peu de rééquilibrer tout ça, j'ai envie de dire. Ça y est, Julie qui, Tu qui veux va vous intervenir, présenter les Gabriel, ou conseils. tu veux me laisser Je te laisse commencer. Je commence. Ok, ça marche. En tout cas, merci infiniment, Gabriel, pour ta partie. Passionnant. Et en fait, tu as bien en même temps pu décrire comment, en effet, l'axe intestin-cerveau influencé et comment, en effet, c'est pas juste le cerveau qui influe, mais en effet, l'alimentation. Donc, je pense que tu as fait un très bon résumé de tout ce qui se passe et parfait aussi pour nos adolescents. Et donc, en fait, là, j'ai fait quelques slides sur en fait, les conseils du quotidien pour soutenir l'axe intestin-cerveau. Alors, il y a beaucoup de choses. L'idée, c'est pas de tout faire en même temps, hein. C'est ce que j'apprends à mes patients. L'idée, c'est pas de tout faire. Mais si vous voyez que vous avez plutôt une faiblesse au niveau de vos stress, eh ben, travaillez là-dessus. Et si vous avez plutôt une faiblesse au niveau de votre système digestif, eh ben, travaillez là-dessus. Et je vais vous donner voilà, quelques petits conseils. Mais l'idée, vraiment, c'est de ne pas tout faire en même temps. Parce que c'est là où, en fait, on a du mal à. L'idée, c'est vraiment de petit à petit, step by step, comme on dit, et voir l'amélioration et qu'est-ce qui marche. Et puis, en fait, il faut aussi, c'est bien d'être compliant, comme on dit, donc faire des petites choses au quotidien. Alors, donc, juste pour résumer, l'axe intestin-cerveau, c'est vraiment un système, ce qu'on a dit, de communication bidirectionnelle. On a vu que c'était aussi un système de communication vraiment complexe et qui est influencé chaque jour par notre alimentation, notre mode de vie, mais aussi la gestion de notre stress. Et adopter donc des petites habitudes favorables à notre microbiote intestinal permet non seulement d'améliorer notre digestion, mais aussi de soutenir cet équilibre émotionnel, la qualité de notre sommeil et nos fonctions cognitives. Alors, j'ai envie de dire, la chose numéro un à faire, c'est vraiment nourrir son microbiote. Et on peut le faire de différentes façons. Privilégier donc ce qu'on appelle les aliments riches en fibres prébiotiques,
ce qu'on retrouve dans l'artichaut, l'ail, l'oignon, les poireaux. Donc là, je vous donne vraiment des exemples bien concrets. Je vous laisse pas juste avec des prébiotiques comme ça. Et voilà, ces genres d'aliments, notamment, c'est la saison, qui sont vraiment très riches en fibres prébiotiques. Donc vraiment à insérer au quotidien. Parce qu'en fait, ces fibres prébiotiques, elles vont vraiment nourrir les bactéries intestinales. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on les retrouve dans ce type d'aliments. Ensuite, on a les probiotiques. Eux, ils ont un autre rôle. Les probiotiques, en fait, ce sont des aliments fermentés qui vont nourrir, en fait, qui vont en fait repeupler nos micro-organismes, non seulement quand on a justement des infections à répétition et qu'on prend des médicaments, des antibiotiques, il faut repeupler, en fait, recoloniser notre micro-organisme vivant par notamment des aliments fermentés. Donc on les retrouve dans le kéfir. C'est une espèce de yaourt liquide, si vous voulez. Ça devient quand même très populaire dans nos supermarchés. On a aussi le miso, qui est une pâte de soja fermentée. Le chou fermenté, un peu comme la choucroute, qui est excellent en termes d'aliments fermentés. Le kimchi, lui, c'est le chou chinois fermenté. Généralement, c'est assez épicé. Vous avez aussi le kombucha aujourd'hui, qui est une boisson un peu pétillante, qui a également plein de bienfaits. Alors, juste, kombucha, je vous mets juste un petit point d'interrogation, juste parce que souvent il y a du sucre. Il vaut mieux quand même éviter le sucre pour si vous voulez repeupler votre micro-organisme. Donc toujours regardez bien les ingrédients. Et on a également les polyphénols qui sont très intéressants parce que ce sont des composés végétaux mais qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. On va les retrouver dans les baies, donc par exemple dans les blueberries, qui sont très bien d'ailleurs. On trouve beaucoup de baies congelées ici et elles sont très riches en vitamine C, donc il ne faut pas hésiter à utiliser aussi des fruits et des légumes congelés qui regorgent de vitamine C. Le cacao qui est également très riche en polyphénol, donc en antioxydants. On a aussi le thé vert, le matcha. Donc voilà, par exemple, si vous buvez trop de café, je vous conseille vraiment de changer un petit peu vos boissons qui peuvent vous aider à justement à réduire votre niveau de stress et améliorer votre sommeil. Elles sont également voilà, très bénéfiques pour votre système, pour votre santé intestinale. Donc ça, c'est un peu l'alimentation pour le microbiote. Ensuite, on va parler de nourrir son cerveau, parce qu'évidemment, bah, l'axe, il a deux organes, intestin-cerveau. Alors déjà, bah, l'eau, j'ai envie de dire, hein, moi, ce que je remarque quand même en clinique, c'est que mes patients ne s'hydratent pas assez. L'eau, c'est la vie, c'est aussi, bah, notre cerveau est fait à 80% d'eau. Donc, il faut vraiment boire suffisamment, ça va optimiser notre concentration, notre énergie, ça va éviter aussi la fatigue mentale. On parle aussi de migraines notamment et de maux de tête, ça peut vraiment aider. Donc, boire, on n'est pas obligé de boire 3 litres d'eau, mais vraiment boire minimum un litre et demi quand même. S'hydrater au quotidien, c'est très important. Le magnésium qui est excellent pour aussi le cerveau parce qu'il va réduire notre stress, on le retrouve dans les aliments comme les lentilles, les légumes très verts, donc les épinards, le cacao également. Donc voilà, il y a vraiment de quoi quand même se faire plaisir pour intégrer ce genre de minéraux dans notre alimentation. Vraiment, le magnésium, il est vraiment clé. On peut aussi l'avoir par les compléments alimentaires, mais ça, vraiment toujours demander l'avis d'un expert pour avoir le bon type de magnésium, pour qu'il soit bien, ce qu'on appelle bio, disponible et à la bonne dose. Parce que souvent, on prend des magnésiums un petit peu voilà, dans les supermarchés et on ne les prend pas à une bonne dose et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, vraiment, toujours faire appel à des experts si vous voulez prendre des compléments alimentaires. Le magnésium, juste, il joue un rôle clé dans la transmission nerveuse, la relaxation musculaire, dans la gestion du stress, donc très importante à apporter au quotidien dans votre alimentation. Les vitamines B également qu'on trouve dans les céréales, légumineuses, bananes, parce elles vont vous apporter du tryptophane. Elles vont être excellentes pour justement notre humeur, notre concentration, notre sommeil. Donc on a souvent tendance à bannir les féculents parce qu'on se dit que ça va nous faire grossir. Or, il nous faut ces sources de glucides complexes, hein. On évite les sucres évidemment raffinés, mais toujours avoir une bonne base de céréales, de légumineuses, de fruits également, hein. Il ne faut pas bannir ce que nous offre la nature, mais toujours penser vraiment les glucides complexes. Donc ce qu'on appelle le whole food, vraiment les fruits et les légumes entiers. Également, les oméga 3, on en parle beaucoup en ce moment. Les oméga 3 qui sont essentiels pour le cerveau. Ils ont aussi des propriétés anti-inflammatoires. On va les retrouver notamment dans les petits poissons, les sardines, les maquereaux, euh, le saumon, les graines de chia. Donc, très intéressantes pour la structure de nos cellules et notre santé cognitive.
Donc ça, c'est un peu voilà, un petit résumé pour nourrir notre cerveau. Au quotidien, donc des petits tips comme dormir. Donc vraiment le sommeil, je pense qu'à 20 ans, on n'y pense pas, mais au-delà de 40 ans, on commence à dire que c'est vraiment le pilier un peu de notre santé. Il faut vraiment favoriser un sommeil de qualité parce que ça va réguler la production hormonale, notre récupération nerveuse et digestive. À l'inverse, si vous avez un sommeil qui n'est pas réparateur, ça va altérer donc en effet votre axe intestin-cerveau, accentuer les troubles émotionnels et digestifs. Donc il y a plein de petits tips à mettre pour dormir mieux. Éviter les écrans avant de dormir. On sait tous, mais on a du mal à le faire. Les pièces pas trop chaudes, on a tendance à trop chauffer en hiver, donc vraiment dormir dans une pièce vraiment à 19 degrés, mettez des rideaux si vous voulez bien épais pour pas qu'il y ait la lumière qui passe à travers les fenêtres. Donc là, essayez de vous créer un peu une routine de sommeil pour avoir un sommeil vraiment réparateur. Bouger également, l'exercice physique, même modéré, ça peut être prendre les marches, prendre les escalators, voilà, plutôt que de prendre l'ascenseur. Mais voilà, l'exercice physique au quotidien va stimuler la diversité du microbiote, va améliorer aussi le transit intestinal. Et puis aussi, on sait aussi que le sport diminue le stress. Donc ça fait du bien aussi au cerveau, ça on le sait, ça a été prouvé. Euh, Gestion du stress, vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on sait, il y a plein d'études qui ont montré que le stress chronique, vraiment, c'est un des principaux facteurs du déséquilibre intestinal et nerveux. Donc vraiment, des pratiques comme la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation. Alors marcher, je veux dire, marcher pieds nus dans l'herbe, c'est aussi très bon, c'est peut-être pas de saison. Je vous ai mis en bas des petites apps comme Calm, qui est une app pour la gestion du stress, méditation. Lungi, qui est excellente et qui est très ludique. Vraiment, entre les deux, je vous conseille peut-être d'abord d'essayer Lungi. Ça va vous apprendre à respirer, parce qu'en fait, il y a une vraie méthode de respiration pour rentrer dans un état de parasympathique, donc dans un état de relaxation. Et cette app, elle est vraiment très ludique avec des petits ballons. Vous pouvez même la donner à vos ados ou à vos enfants en plus bas âge, mais elle va vous apprendre à comment vraiment inspirer et puis expirer. Parce que le principal, c'est d'expirer très longtemps pour vraiment rentrer dans un état de relaxation. Et ça va vous aider aussi bien respirer. C'est des exercices que vous pouvez faire aussi avant de dormir ou le matin avant de vous lever si vous savez que vous avez une journée qui va être assez stressante. Respirer, c'est vraiment la clé du bonheur. Comment aussi stimuler son nerf vague? La douche froide, alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. À tester, vous pouvez commencer d'abord par les jambes. Mais voilà, on appelle ça l'hydrothérapie. Ça a plein de propriétés incroyables de d'utiliser l'eau comme facteur. Mais sinon, il y a aussi les bains tout simplement à base d'Epsom salt, c'est un bain à base de magnésium, bien chaud le soir, qui va favoriser aussi un sommeil réparateur, la respiration. Et puis tout simplement rire, chanter, voilà, aide aussi à améliorer notre humeur et notre système digestif. Et comme j'ai dit, le magnésium, si vous avez envie de passer par des compléments alimentaires, vraiment faites en sorte de demander à des experts, parce qu'on ne prend pas tout. Et voilà, juste pour résumer, limitez vraiment, évitez l'alcool, le tabac, les produits transformés, les médicaments. On en a parlé suffisamment, je pense, pendant ce webinaire. Mais voilà, tout ça, même si on a envie de se faire plaisir, quand même essayez de le limiter. Ça sera que mieux pour votre santé. Donc voilà, juste pour vraiment résumer, un peu la santé mentale se construit vraiment au quotidien à travers nos choix alimentaires, notre routine, notre sommeil, notre capacité à gérer le stress. Voilà, donc prendre soin de son microbiote, c'est pas juste voilà, suivre une tendance comme on l'a suivi avec par exemple, Zoé, si vous êtes au courant de ces grosses machines qui vous testent votre microbiote, mais vraiment adopter une vision voilà, globale et durable de votre bien-être en nourrissant votre intestin. Et puis voilà, essayez de juste devenir acteur vraiment de l'équilibre émotionnel et mental. Gabriel, est-ce que tu veux rajouter
super clair. Merci Julie. Je pense juste en fait peut-être pour dire que alors si en gros en fait on veut changer quelque chose justement en fait au niveau de notre alimentation, peut-être voir d'abord en fait par quoi on pourrait remplacer ça et puis après essayer justement de tendre vers c'est ça en fait une alimentation un peu plus saine qui soit moins finalement agressive pour notre microbiote. Pourquoi? Parce que si en fait en gros on intervient comme ça en fait sur notre alimentation sans forcément avoir au préalable réfléchi à une solution de remplacement, alors elle peut être alimentaire ou d'ailleurs en fait encore une fois autre chose, ça va de nouveau en fait engendrer de la frustration au niveau du cerveau et le cerveau va de nouveau en fait chercher un moyen de gérer encore une fois en fait cette émotion ou ce trop-plein de pensées qui le préoccupe et qui le travaille comme ça en fait au quotidien. Et en fait, au final, ça sera arrêter en fait un mauvais comportement alimentaire pour peut-être en avoir un autre, ou alors en tout cas développer encore une fois une autre forme de gestion des émotions qui serait pas forcément la meilleure. Donc peut-être que voilà, c'est bien de réfléchir justement encore une fois avec l'aide d'un praticien. euh, euh, comment en fait on peut faire pour encore une fois en fait comprendre ce qui du coup nous a amené à développer un mauvais comportement alimentaire et essayer de travailler sur ça, trouver en fait des solutions de remplacement. Encore une fois, hein, ça peut être justement en fait une autre alimentation, hein, pourquoi pas, qui encore une fois en fait soit moins problématique et agressif pour le microbiote et du coup à ce moment-là en fait cesser cette boucle en fait de mauvaise alimentation. Voilà. Quand on préparait la conférence, vous avez quand même tous les deux beaucoup parlé de l'influence du sucre sur le microbiote. Vous auriez pu en dire un petit peu plus là-dessus? Christelle, là, t'es en train de nous, tu nous as mis une note. Euh, Le sucre, le oui, je sucre. Non, peux. parce que je sais que Julie en a parlé par à plusieurs moments et autres, mais dans la préparation, vous avez dit des choses ultra intéressantes. Alors, en fait, le sucre, il a en fait, c'est inflammatoire. Et en fait, le sucre, ce qui se passe, c'est que ça nourrit les mauvaises bactéries. Donc, comme je l'expliquais dans le microbiote, on a des bactéries qui sont bénéfiques et pathogènes. Et en fait, le sucre, ça va en fait nourrir ces mauvaises bactéries. Et en fait, plus on nourrit ces mauvaises bactéries, plus elles vont prendre de la place par rapport aux bactéries qui sont bénéfiques. Et en fait, ça va créer donc une dysbiose, donc un déséquilibre de notre microbiote. Ça va créer aussi de l'inflammation, des pics de glycémie. On sait que les pics de glycémie, ça crée des sautes d'humeur. Donc tout ça, ça a des conséquences énormes. En fait, ça va créer de la fatigue, de l'irritabilité, des envies, des envies de pulsions alimentaires. Voilà, et ça va aussi impacter notre sommeil. En fait, ça va être vraiment être un cercle vicieux, le sucre. Alors, faut pas le diaboliser, parce que je pense que, comme tu l'as dit, Gabriel, diaboliser en fait les aliments, ça crée en fait des problèmes alimentaires, de l'orthorexie ou autre. Euh, mais il faut vraiment l'intégrer, j'ai envie de dire, dans un cadre un peu, dans une assiette équilibrée, c'est-à-dire autoriser, mais derrière, quand même, essayer de rééquilibrer l'assiette le lendemain ou au prochain repas, en fait. Mais vraiment, le sucre, c'est un peu le démon de l'an 2000, là, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, Mm. effectivement. Et là, pour le coup, Julie, toi, t'es mieux placé que moi et tout pour le savoir. Mais effectivement, le sucre, c'est quand même très, très mauvais. Euh, mais bon, il faut encore une fois, ouais, il faut comprendre en fait ce qu'il y a comme ça en fait vers le sucre. Parce que il y a encore une fois en fait il y a derrière le comportement, mais ça, je pense que ça peut vraiment en fait aider les gens à comprendre que encore une fois derrière un comportement, il y a une émotion, il y a quelque chose. C'est-à-dire que les gens en fait encore une fois se lèvent pas le matin comme ça en se disant ah bah je vais finir en fait tous les gâteaux dans la cuisine. C'est qu'il y a forcément quelque chose en fait qui amène à ça. Et du coup, lorsqu'on prend le temps, et lorsqu'on rassure encore une fois en fait ces enfants et ces adolescents par rapport en fait à
tout ce qui se trimballe en fait comme stress au quotidien, le pourquoi ils ont l'impression de devoir eux en fait gérer tout ça tout seul et que nous parents en fait on peut pas comprendre. Tu vois. Bah, du coup, lorsqu'en fait on prend ce temps-là, on se rend compte que au final il y a moins de difficultés déjà en fait au niveau du comportement. Et puis aussi, encore une fois, en fait, sensibiliser. Mais sensibiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut pas forcément se mettre contre eux. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est que d'abord, en fait, on va valider l'émotion ressentie. C'est-à-dire que du coup, lorsque l'ado est hyper stressé parce qu'il a 14 examens qu'il doit absolument passer, qu'en plus on lui demande, voilà, qu'est-ce qu'il va vouloir faire comme étude après, et puis après quel métier et tout ça, c'est stressant. Il doit gérer ça, il doit gérer sa vie en tant qu'ado. Euh, Sa relation avec ses amis, comment lui en fait il se voit aussi à travers justement le regard de la fratrie, des parents, tout ça. Donc en fait il a tout ça à gérer et c'est vrai que voilà, soit en fait on va en avoir certains qui vont être hyper expressifs et extravertis et qui vont en fait finalement déranger parce que ils ont envie d'attirer en fait l'attention sur eux, mais une attention bienveillante pour pouvoir les amener à encore une fois en fait à les conseiller, les rassurer, leur faire comprendre que voilà, on est là pour eux et les amener là où ils veulent aller. Ou il y en a aussi d'autres qui vont être hyper introvertis, qui vont vraiment tout garder pour eux et au final, ils vont préférer, bah, encore une fois, en fait, adopter des comportements un peu plus solitaires parce que c'est leur façon à eux, en fait, de pouvoir gérer leurs émotions. Donc ouais, c'est sûr, le sucre, clairement, en fait, c'est pas bon, mais il faut comprendre, en fait, ce qui les pousse à vouloir absolument, en fait, aller vers le sucré. En dehors bah, du goût, hein, parce que le goût, faut se l'avouer, c'est bon quand même. Donc, c'est une réalité. Mais bon, en dehors de ça, voilà, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait, finalement, encore une fois, à vouloir, voilà, aller vers le sucre. Merci beaucoup. Je sais qu'il y avait aussi l'application Yuka, Julie. Oui, pardon, oui, oui, Yuka, C'est très sympa. importante. Alors, Yuka, c'est une application française qui fait pas mal de choses. Donc, en fait, si elle permet de scanner donc, les paquets de nourriture que vous allez trouver dans les supermarchés, qui va vous donner un score. Et ce score va vous aider à faire en fait les bons choix, si oui ou non vous devez, entre guillemets, manger ces aliments ou non. Mais au moins, ça va vous éduquer pour savoir si vraiment c'est le genre de choses que vous devez acheter ou non. Alors, c'est vrai que la meilleure façon, c'est quand même de lire les étiquettes. Juste parce qu'en fait, si vous voyez plus de 10 ingrédients sur un paquet de gâteaux ou autre, bah, on sait que 10 ingrédients, ça fait beaucoup trop. Il en faut 5 pour faire un gâteau. Donc, généralement, ça veut dire qu'il y a plein d'additifs, plein de sucre et autre chose. Mais c'est un super outil et c'est aussi un très bon outil, notamment pour les adolescents, parce que vous pouvez aussi scanner des produits de beauté. Alors, je sais qu'on va un peu dévier sur le sujet, mais aujourd'hui aussi, tous ces produits de beauté perturbent en fait nos hormones. Et au-delà de l'alimentation, il faut aussi faire attention à ce qu'on met quand même sur notre corps, donc en termes de maquillage, crème, parfum également, c'est un énorme perturbateur endocrinien. Donc j'aime beaucoup cette app parce qu'en fait, elle fait plein de choses. Donc elle permet aussi donc, de scanner les aliments, les boissons et autres, mais aussi de scanner tout ce qui est produits de beauté. Donc elle est très complète, très facile à installer et honnêtement, un coup de scan et vous avez un résultat instantané, donc c'est facile à utiliser pour tout le monde et pour toute la famille. Moi, j'aime bien, donc je ne vais pas dire le contraire. On a plusieurs questions. Alors, je pense que ça va être pour tous les deux. Enfin, ça dépend desquelles. Mais la première qui était donc à la suite de la sérotonine, c'était comment expliquer l'excès des gaz odorants. Alors bah là, j'ai envie de dire aussi, il faut peut-être passer par une consultation. Ça peut Je vais demander. être la putréfaction des protéines. Donc, si vous digérez mal, donc par exemple, la digestion des protéines, elle se fait déjà dans l'estomac. Donc, si vous avez une production d'acide gastrique qui n'est pas optimale, vous n'allez pas digérer vos protéines dans l'estomac. Donc, ça va se retrouver dans vos intestins à moitié digéré. Donc, vous allez mal absorber. Ça peut en effet entraîner des gaz. Ça peut être aussi tout ce qui est les glucides, pardon, la digestion se commence dans la bouche. Et si vous ne mâchez pas assez, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est glucides, ça passe pas par enfin, ça passe par l'estomac, mais c'est pas digéré par l'estomac. Donc, il faut vraiment bien mâcher.
Donc, quand on est par exemple, au bureau, on mange en 10 minutes, on n'a pas le temps de mâcher, on mange très vite. Ça veut dire que tout ce qui passe par la bouche est à moitié mâché. Ça passe dans l'estomac presque entier et ensuite ça va dans l'intestin pour être absorbé. Et là, vous allez retrouver ballonné, potentiellement avec des gaz. Donc ça, voilà, il y a ça. Après, il y a aussi, alors il y a plein d'aliments qui peuvent potentiellement donner des gaz comme les lentilles, les crucifères. Alors les lentilles, je vous conseille idéalement de les faire tremper dans l'eau la veille. Vous allez mieux les digérer. Et pareil, les brocolis, etc. Et, si vous avez un terrain un peu sensible, il faut y aller vraiment en progression. Après, il y a aussi le SIBO. Enfin, il y a plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est une question qui est assez dure, qui est vraiment très, très précise. Mais voilà, idéalement, il vaut mieux passer par une consultation pour comprendre comment ça a commencé, est-ce qu'il y a des aliments, il y a aussi des intolérances alimentaires. Vous voyez, il y a vraiment pléthore de réponses. Très dur de répondre à cette Sujet question. très Il y vaste a, là aussi. ouais, sujet très vaste. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent en effet produire J'ai une autre euh, question qui, je pense, est aussi des symptômes. peut-être plus pour toi, Julie. C'est, avez-vous constaté des résultats positifs sur vos patients ayant essayé de régler leur taux de sérotonine et dopamine via des tisanes de safran? Alors, en fait, la sérotonine, on va pas vraiment la mesurer. Après, on peut faire des tests de sel et autres. Mais généralement, en fait, ce qu'on essaie de voir, en consultation, on va comprendre par les symptômes du patient où est le déséquilibre. Et en fait, mon travail, c'est vraiment de comprendre la cause. Si la cause, elle vient plutôt du système nerveux ou la cause, elle vient plutôt du système digestif. Et en fait, je ne vais pas travailler que sur un neurotransmetteur, mais je vais travailler sur plein de choses en même temps. Parce qu'en fait, je ne mesure pas moi-même le taux de sérotonine qu'on a dans notre corps, mais je vais bien voir qu'il y a un déséquilibre si en effet, si la personne est dépressive, si elle a beaucoup d'anxiété, si elle dort mal, je vais pouvoir pointer sur un axe, vous voyez, mais je vais pas travailler que sur la sérotonine, par exemple. Mais globalement, avec ces symptômes-là, on pense immédiatement à un problème de sérotonine. Si en plus il y a des problèmes digestifs, oui. Mais encore une fois, c'est très. Quand je fais une consultation, on parle de tous les systèmes. Donc Je pense voilà, qu'il faut tout remettre à plat. ouais, faut tout remettre à plat. J'ai besoin d'un peu plus d'antécédents voilà, pour comprendre. Il y a encore une autre question qui est comment gérer l'équilibre alimentaire dans le cas de médicaments prescrits pour ADHD, par exemple la perte d'appétit à midi. Ça, c'est une très très bonne question. Julie, tu veux répondre ou je réponds? Non, vas-y, vas-y, commence. C'est une très bonne question. Alors, en gros, déjà, bon, il n'y a pas forcément en fait un médicament hein, pour le ADHD. On peut, alors c'est la même molécule hein, qui va être prescrite, donc c'est la méthylphénidate, mais par contre, il y a différents médicaments qui peuvent être prescrits pour le TDAH. Déjà, il faut voir l'âge de l'enfant et de l'adolescent. Parce que forcément, en fait, l'impact n'est pas forcément en fait toujours le même. Ok, 14 ans. 14 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, bon, il a un besoin hein, de passer du temps forcément avec ses camarades de classe. Encore une fois, le temps en fait qu'on passe à manger, c'est un temps qui doit être un moment sympa, convivial, qui permet de pouvoir échanger en fait avec nos amis. Il faudrait voir quelle dose il a en fait de médicaments. Est-ce que ça pourrait pas finalement être pris en deux temps en fait au lieu qu'il y ait une grosse prise le matin qui le coupe qui fait en sorte que donc en fait à midi il va pas avoir faim. Ça serait pas possible de faire une plus petite dose en fait le matin puis après éventuellement une autre dose à 13 heures ou à 14 heures, ce qui lui permettrait d'ailleurs en fait de pouvoir maintenir après son attention, même pour après l'école, par exemple pour faire les devoirs. Et tous les médicaments pour TDAH n'engendrent pas forcément en fait une perte d'appétit. Il y en a, c'est vrai. Du coup, ça va être l'effet secondaire principal. Mais tous n'ont pas forcément en fait cet effet-là de perte d'appétit. Donc là, l'idéal, alors, soit c'est de voir avec le psychiatre, le pédopsychiatre, pour voir éventuellement s'il n'y aurait pas en fait un autre médicament qui correspondrait peut-être même mieux en fait à votre enfant et qui ferait en sorte qu'il n'y ait plus cette perte d'appétit. Ou Et ça peut alors. être un surdosage? Non?
un surdosage des Ça peut être, médicaments. c'est pour ça qu'il faudrait idéalement en fait, même pourquoi pas faire une plus petite dose en fait, enfin une prise le matin, On me dit 20 milligrammes L20. ce qui est pas rien, hein. Donc en vrai, enfin je dis pas rien, mais bon, ça dépend après de la morpho aussi de l'ado, mais il faudrait soit voir en fait si c'est pas possible de faire 10-10 par exemple. Et à ce moment-là, peut-être que du coup, il n'y aurait pas à ce point-là en fait un impact sur la perte d'appétit. Ou alors voir comment en fait ouais, il faudrait pas peut-être changer en fait le médicament. Hum, Parce que sinon, l'équilibre alimentaire, alors après ça c'est du coup après ça c'est du TDAH. Alors TDAH, même ça c'est forcément du coup c'est encore un autre comportement qui a ses propres spécificités. Généralement lorsqu'en fait on a un TDAH, alors que ce soit en fait qu'on soit un enfant ou un ado, on est de toute façon en fait malheureusement un petit peu en décalage par rapport à notre environnement et par rapport aux attentes de notre environnement. Ça veut dire que lorsqu'on nous demande de focus, ben, on va avoir du mal à focus. Et puis en fait à un moment donné on va réussir à focus, mais non mais c'est trop tard parce que bah du coup c'était il y a 1 heure en fait ou il y a 2 heures qu'il aurait fallu se concentrer. Du coup en fait on engendre encore une fois aussi de la frustration et de l'anxiété. Et ce qui fait qu'à un moment donné, et d'ailleurs, là, par exemple, du coup, à 14 ans, il a un besoin, en fait, de prouver on va dire, aux gens qui l'entourent et de prouver à lui-même que, justement, en fait, tout va très bien intellectuellement, qu'il est capable de pouvoir réussir, que, justement, voilà, il y a pas de problème, en fait, sur le plan intellectuel, mais que c'est juste un souci sur le plan attentionnel, plus ou moins associé à l'hyperactivité. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en gros, il va avoir un besoin d'abord d'aller bien pour ensuite être dans un bon mood, pour après ensuite pouvoir justement réussir à focus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple pour lui, du coup, c'est hyper important. Le fait de pouvoir passer du temps avec ses amis, de pas être différencié en fait de ses amis, ça c'est hyper important à 14 ans. Donc franchement, là du coup, j'inviterais la famille à voir un peu quelles sont les priorités sur du court et moyen terme et éventuellement après en fait sur du long terme. Parfois, en fait, on obtient vraiment une amélioration aussi en fait au niveau des capacités attentionnelles et de la gestion du comportement. Parce que justement, le principal intéressé est dans un meilleur mood pour pouvoir ensuite montrer tout ce dont il est capable. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va plus investir sur justement le bien-être de la personne avant de chercher absolument en fait à investir sur les performances de la personne pour que on se dise après elle va être capable de pouvoir aller mieux. Ça, il faut voir. Il faut, là, c'est pareil. La question, elle est trop, enfin, ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment de chaque personne. C'est sûrement, du coup, une pédopsychiatre qui a dû, enfin, une ou un pédopsychiatre qui a dû prescrire le médicament. Il faudrait voir avec, du coup, c'est cette personne, plus, idéalement, voir avec un praticien, du coup, un psy ou un neuropsy bah, ce qu'il en est en fait du coup de l'impact de cette prise de médicaments et de l'impact de ce diagnostic sur cet ado. Est-ce qu'il y en a qui ont... Merci beaucoup, hein, Gabriel. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? A priori, on dit juste merci, donc Merci à vous. que c'est bon. Merci à vous tous. Pas d'autres questions? Bah, a priori, non. Non. En tout cas, merci beaucoup, Gabriel et Julie. À moins que Gabriel, tu veuilles rajouter quelque chose? Non, non, bah du coup, bah merci à vous. Encore une fois, bah comme justement Julie l'avait proposé aussi, si jamais il y a les personnes en fait auraient éventuellement quelques questions, que là pour le coup peut-être que là ce serait pas le bon moment en fait de pouvoir en parler, bah à ce moment-là faut vraiment pas hésiter en fait à nous faire parvenir vos questions et comme ça avec plaisir on y répondra. Bien sûr. Et si vous souhaitez aussi les slides de la présentation, je pense qu'elles vont Non, être je pense peut-être qu'on les partagées. transmettra Ouais, avec, on va les transmettre. j'allais dire le recording, l'enregistrement audio.
Non. En tout cas, ben, merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne soirée et si ça vous va, vous m'envoyez aussi vos coordonnées par mail, comme ça je les mettrai avec les slides et le recording. Ça marche. Super. Merci à toi, Merci à merci vous Julie, tous. merci, merci à vous Ouais, tous. merci Gabriel, merci Christelle. Merci. Merci beaucoup. Très bonne Passez une bonne soirée. soirée. Au revoir. Au revoir.